Le terme monnaie fléchée est en train d'apparaître dans notre vocabulaire. Alors, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit, pourquoi ce terme apparaît, comment le faire fonctionner et surtout quels sont les enjeux. Alors, avec la sédentarisation, l'homme se met à vouloir construire des monuments à caractère spirituel et pour ça, il lui faut des outils et puis surtout développer autour de lui de quoi se nourrir et se soigner. Eh bien, il a réussi à faire cette évolution grâce à la monnaie. Les animaux font des échanges, mais ils n'ont pas de monnaie. La monnaie nous a permis progressivement de développer une étape dans notre façon de produire qui a été l'ère industrielle. Or, les mécanismes de création de valeur à l'ère industrielle sont quand même sensiblement différents de ceux que l'on connaît dans l'univers agraire et dans l'univers artisanat. Donc, il aurait peut-être fallu faire évoluer la monnaie. Il y a eu plein de réflexions à ce sujet-là, mais finalement, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle étape qui est l'économie de l'immatériel. Et là, les processus de création de valeur sont encore extrêmement différents. La création de valeur faite par Google n'a rien à voir avec la création de valeur faite par un agriculteur qui élève des poules. Or, nous utilisons de plus en plus le numérique. Le numérique amplifie ce que fait l'homme. Donc, quand il fait des erreurs, eh ben, il fait des catastrophes. Par contre, quand il fait des choses bien, il fait des choses formidables avec le numérique. Donc, aujourd'hui, nous sommes bien contraints de nous pencher sur comment va évoluer la monnaie et plus globalement les mécanismes monétaires. Alors, parmi les effets que nous constatons, c'est l'amplification des écarts de revenus. Donc, on se retrouve avec des hyper riches et puis une population qui s'appauvrit et des pauvres qui deviennent des charges pour la société. Alors jusqu'à maintenant, le mécanisme du riche qui s'enrichit et le pauvre qui a du mal a toujours existé. Mais on avait dit, c'est pas grave, il y a un mécanisme qui s'appelle le ruissellement. Donc les riches, ils dépensent et en dépensant, la richesse finit par aller dans les recoins de la société. Eh bien, nous savons aujourd'hui que c'est faux et c'est Joe Biden, président des États-Unis, qui le dit. Alors, la nature s'est toujours débarrassée des monstres. Et il y a deux processus qui permettent de le faire. Le premier, c'est que plus ils grossissent, plus ils ont besoin de se nourrir. Et donc, il arrive un moment où ils se mettent à exiger de leur environnement plus que ce que l'environnement peut donner. Et donc, forcément, ils s'affament eux-mêmes. Et puis, il y a un autre mécanisme qui est qu'un cataclysme se présente, qui change considérablement l'environnement et évidemment, les mastodontes ne sont pas outillés pour pouvoir évoluer rapidement et donc ils disparaissent. Tandis que les petites fourmis qui existaient avant les mastodontes, eh bien, elles existent encore parce qu'elles ont une organisation modulaire, organique, qui leur permet de s'adapter rapidement. Eh bien, au niveau économique, c'est un petit peu ce que nous connaissons. Alors, aujourd'hui, nous prenons conscience que notre façon de faire et le modèle de société vers lequel on persiste à essayer de survivre essaye de dompter la nature. Or, on voit bien qu'on ne peut pas dompter la nature, nous sommes obligés de composer avec elle. Et donc, nous avons les yeux rivés sur les catastrophes climatiques parce qu'elles sont très impressionnantes. Mais force est de constater que nous avons, et nous allons le voir, des catastrophes sociétales au moins aussi importantes, mais qui nous arrivent encore plus vite. Toujours est-il que les générations montantes qui n'intellectualisent pas ce qu'on est en train de dire, elles le font parce qu'elles le ressentent.
elles veulent rationaliser notre manière de produire et notre manière de consommer. Et ça, c'est entièrement nouveau. Nous, au lendemain de la dernière guerre mondiale, nous étions dans une économie de la demande, c'est-à-dire qu'on pouvait produire à peu près n'importe quoi, il y avait toujours quelqu'un qui en avait besoin et on pouvait acheter. Progressivement, ces besoins se sont apaisés et aujourd'hui, on est dans une économie de l'offre, c'est-à-dire que les gens qui produisent des biens et des services sont obligés de les vendre, de les proposer, de persuader le consommateur que c'est son produit à lui qu'il faut acheter. Voilà, Tipa, que maintenant, on ne veut plus produire plus, consommer plus, on veut au contraire qu'on puisse trouver le nécessaire et suffisant et qu'on nous montre comment on peut recycler tous nos déchets. C'est une logique économique qui n'a plus rien à voir avec celle que nous avons connue jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, cette économie, elle s'appelle l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est la promesse de produire la juste quantité au bon moment pour les bonnes cibles et au bon endroit, en étant aussi économe que possible en énergie, en ressources extractives et en ressources humaines. Et ça, on sait le faire avec des robots et de la donnée, des smart données si possible. Et pour ça, il nous faut un tissu entrepreneurial qui n'a plus rien à voir avec celui du XXe siècle. Si au XXe siècle, le challenge, c'était d'avoir des entreprises puissantes capables d'aller à la conquête des marchés mondiaux, aujourd'hui, il nous faut un tissu entrepreneurial créatif et réactif de façon à évoluer en permanence. Or, nous voyons bien que nous n'avons pas les institutions qui nous permettent de gérer cette forme d'économie, parce que les entreprises ne sont pas circulaires sur elles-mêmes, elles le sont les unes par rapport aux autres. Donc, il nous faut bien une institution qui pilote l'évolution de ce tissu entrepreneurial. Pour l'instant, nous n'avons pas, mais nous commençons à voir des pièces du puzzle se mettre en place. En particulier, il y a un terme qui est en train de fleurir, qui est la raison d'être. On demande aux entreprises de décrire leur raison d'être. C'est une composante de ce mouvement de pensée. Mais on a dit tout à l'heure, ce que nous faisons d'ores et déjà, sans attendre que tout ce décor se mette en place, c'est la robotisation. Or, on le sait depuis longtemps, et il y a une étude assez précise qui a été faite dans les années 2013 et ensuite qui a été refaite plusieurs fois parce qu'elle est trop importante, il fallait vraiment la valider. C'est la courbe Oxford 2013 qui nous explique que la robotisation supprime en priorité les tâches qui jusqu'à maintenant étaient allouées aux classes moyennes. Or, dans l'histoire des civilisations que l'on connaît, tout effondrement de civilisation a eu comme premier signe tangible l'effondrement de la classe moyenne. Donc, nous avons une urgence sociétale à combler. Et très concrètement, dans notre système social, en particulier en France, nous avons imaginé que le chômage était un accident qui pouvait toucher n'importe qui à n'importe quel moment. Sauf qu'à présent, une carrière est une alternance de périodes de non-chômage et de chômage. Et les périodes de chômage ont plutôt tendance à s'allonger. En tous les cas, on n'en maîtrise pas la durée. Alain Juppé disait, mon grand-père avait un job, mon papa a eu 4 jobs et mon fils a 4 jobs en même temps. Eh bien, il est temps de prendre en considération cette évolution parce que ces périodes de chômage représentent des gros dangers pour la société. Ceux qui sont touchés ont 2 réactions. Soit ils s'effondrent et ils posent des problèmes sanitaires, soit ils se révoltent et ils posent des problèmes sécuritaires. Donc, on est au pied du mur. Une nouvelle fois, les générations montantes nous montrent le chemin. Pour elles, le consumérisme n'est plus attractif. Pour elles, satisfaire les besoins primaires du plus grand nombre n'est plus un challenge significatif. Par contre, elles découvrent que lorsqu'elles donnent du temps
de l'énergie et de la créativité à la communauté. La communauté leur témoigne de la gratification et ils considèrent que le plaisir qu'ils en tirent est un plaisir beaucoup plus durable que celui du consumérisme. Et donc, on voit que nous avons un problème et que les générations montantes nous disent dans quelle direction elles veulent aller. Et la direction où elles veulent aller nous permet d'apporter une réponse intéressante à ce problème. Reste donc à organiser la façon de réorienter les capacités d'énergie, de créativité des individus, des activités productives vers les activités contributives. Donc, autrement dit, on sait satisfaire les besoins des individus. Maintenant, on ressent le besoin, et pour notre compétitivité, nous en avons besoin, il faut développer le bien commun. Il faut également prendre en considération toutes les frictions qui existent entre ces deux espaces de contribution, car nous le faisons avec beaucoup de numérique. Or, plus il y a du numérique, plus il faut mettre de la ressource humaine pour que le système fonctionne bien. Donc, on voit bien notre économie productive qui est issue de l'agriculture, de l'artisanat, de l'industrie et de l'économie de l'immatériel, qui doit arriver en complément de l'économie contributive qui concerne tout ce qui concerne la création de valeur dans l'espace familial, dans l'espace de la culture, du savoir, de l'innovation, du progrès en général, dans la démocratie, mais pas la démocratie express que nous avons aujourd'hui où il s'agit de mettre un petit bulletin tous les 5 ans dans une urne. Hein. Au contraire, il faut que les individus disposent du temps et des moyens nécessaires pour se former, s'informer, prendre des décisions, suivre les décisions qui les concernent, soit dans leur espace géographique, là où ils vivent, soit dans leur espace d'intervention, hein, suivant les domaines d'intervention où ils ont choisi de contribuer. Et puis, on ne peut pas refonder une société sans un volet spirituel, donc il faut y donner du temps et accorder aux citoyens les possibilités, c'est-à-dire les ouvertures d'esprit qui conviennent. Et puis, bien entendu, il faut régler tous les frictions qui sont de 3 natures, sanitaire, juridique et environnementale. Donc, on a bien une économie productive, une économie contributive qui inclut des tâches empathiques. Or, on bute sur un gros problème. C'est que dans l'économie productive, donc la seule que nous connaissons aujourd'hui, les créations de valeur se déprécient avec le temps ou à l'usage. Si vous achetez 1 kilo de carottes, vous en mangez la moitié est détruite. Et ce qui reste, vous le conservez tranquillement dans un coin, sauf qu'avec le temps, les carottes vont se déprécier. Donc, on voit bien que dans l'espace contributif, le mécanisme de création de valeur fonctionne exactement dans l'autre sens. C'est-à-dire que la création de valeur se bonifie avec le temps et à l'usage. Par exemple, j'ai une information, je viens en discuter avec vous parce que dans le quartier, c'est plus possible, il faut faire comme ça, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Quand on se quitte, moi, j'ai l'information que je vous ai apportée, j'ai récupéré des informations que je n'avais pas et de par notre échange, on a bonifié ces informations, les a mis en perspective les unes par rapport aux autres, par exemple. Voilà. Et donc, on voit que la création de valeur se bonifie à l'usage et avec le temps. Mais il y a un deuxième problème, c'est que dans l'économie productive, tout est quantifiable, ou du moins on a réussi, bon an, mal an, à tout quantifier, en durée, en longueur, en longueur, en poids, en tout ce que vous voulez. Et dans l'économie contributive, il n'y a aucune métrique. Hein, combien de temps il faut pour consoler une personne, combien de temps il faut pour résoudre un différend entre 2 voisins, combien de temps il faut pour plein de choses. Donc, on voit bien qu'on a 2 économies qui sont totalement complémentaires, interdépendantes, et pourtant, elles suivent des règles complètement différentes. Et celle que nous avons à créer,
elle doit avoir comme axe de conception les nouvelles bases de compétitivité qui sont l'enracinement des savoirs et le développement des talents. Eh bien, voilà comment, pour l'instant, on se débrouille, parce que le problème, il est déjà là. Eh bien, pour faire fonctionner les économies, en particulier les économies occidentales, on en arrive à injecter dans l'économie plus que ce qu'il faut pour obtenir un PIB en constante croissance. Puisque, comme on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, le progrès fait en sorte qu'on produit plus efficacement, donc à moindre coût, et que le consommateur consomme plus rationnellement, donc a tendance à faire réduire les quantités. Et donc, le PIB aurait tendance, si on le laissait comme il est, à diminuer. Or, notre mécanisme monétaire est conçu pour un PIB qui est en constante croissance. Donc, on injecte plus que nécessaire et ce différentiel s'appelle le dividende monétaire. Alors, cette somme est émise par les banques centrales, donc pour ce qui nous concerne, la Banque centrale européenne, qui les met à destination des banques de détail. Et les banques de détail ont en charge d'injecter dans l'économie réelle toute cette somme à travers tous les projets qui sont portés par les entreprises et par les particuliers. Sauf que dans cette économie qui est en profonde mutation et surtout en rétropédalage, eh bien, les banques ont énormément de mal à trouver des projets dans lesquels injecter ce fameux dividende monétaire. Donc, on ressort une vieille idée qui date des années 70 et qui a reçu le nom humoristique de monnaie hélicoptère. Il s'agit de dire, puisque les banques de détail ont du mal à injecter dans l'économie réelle toute cette liquidité dont l'économie réelle a réellement besoin, eh bien, on va donner aux ménages directement ces sommes et elles vont tout de suite savoir comment l'injecter dans l'économie réelle. Et c'est là où il y a un petit hiatus parce que c'est pas, le problème n'est pas tout à fait bien posé. On va voir pourquoi. Parce que déjà, premièrement, on n'imagine pas la BCE ouvrir un compte bancaire pour tous les citoyens de la communauté européenne. Ce n'est pas réaliste. Donc, qu'est-ce qui est en train de se faire? C'est qu'on prépare des monnaies numériques, donc pour ce qui nous concerne, un e-euro qui va s'appeler un... Donc, le e-euro rentre dans la catégorie des MNBC. MNBC, ça veut dire monnaie numérique de banque centrale. Et donc, les autres zones géopolitiques développent leur e-monnaie. Sauf que ces monnaies étant numériques, elles ne connaissent pas les frontières. Donc, on débouche immanquablement sur une guerre monétaire. Pourquoi? Parce que celui qui aura réussi à émettre une e-monnaie tellement commode ou en tous les cas tellement reconnue que finalement tout le monde l'utilise à travers la planète, tout le monde la reconnaît et tout le monde l'utilise, celui qui aura cette monnaie-là deviendra évidemment le maître du monde parce que maîtrisant la monnaie, il va pouvoir voir comment il l'oriente et puis maîtrisant la donnée, il est capable de savoir encore plus de choses que ce que les GAFAM et les BATIX ont réussi à savoir sur nous, puisque désormais, ils arrivent à savoir qu'est-ce qu'on achète, à quelle fréquence, ou à quel endroit, etc. etc. Et puis, voilà. Donc, formidable guerre des monnaies, mais cette guerre des monnaies, elle n'a toujours pas résolu le problème sociétal auquel on est confronté avec ces périodes d'activité productive et puis d'activité on ne sait pas quoi, hein, dans lesquelles les gens développent des problèmes de santé et des problèmes de sécurité. Donc, il faut faire autrement. Et effectivement, on voit apparaître pour le moment des chèques culture, énergie, alimentaire, vacances, etc. Alors, on pourrait peut-être marier ces deux concepts.
les e-monnaies et puis les fameux chèques. Puisque la monnaie hélicoptère, on a vu, c'est un peu dangereux. Alors, pour voir comment aller plus loin dans le raisonnement, il faut revenir sur les six temps de la vie. La vie d'un individu est un continuum au sein de sa lignée. Un individu naît et pour grandir, il va avoir besoin de confiance, d'amour et de confiance autour de lui. Après, il grandit et il a envie d'apprendre. Et quand il a eu suffisamment appris, il a envie de faire. Et quand il a fait, il a envie d'innover. Et que ces innovations aient abouti ou non, il ressent le besoin de transmettre. Et quand il a fait tout ça, il ressent le besoin de développer de la paix autour de lui et de transmettre le plus profond de ce qu'il sait, de ce qui s'est passé avant lui. Or, il se trouve que les enfants qui arrivent ont justement besoin de tout ce qui constitue ce que l'on appelle la révélation de l'ADN. Et ça, c'est le rôle des grands-parents. Aujourd'hui, notre économie ne reconnaît qu'une seule étape, c'est le salariat, hein, c'est-à-dire l'étape « je fais ». Or, on voit bien qu'en termes d'économie contributive, il faut s'organiser pour faire en sorte que toutes les étapes de la vie soient mises en valeur puisqu'elles sont toutes utiles dans la chaîne de vie qui est la nôtre. Alors, on sait que la monnaie, il faut la faire évoluer. On avait entendu parler des monnaies locales, mais les monnaies locales, en fait, c'est des monnaies productives qui sont restreintes à une zone géographique donnée. Donc, ça ne résout pas le problème qu'on est en train d'évoquer. Donc, il faut se poser la question des monnaies contributives. Et on a vu qu'une façon de lisser un peu le problème des hyper riches, hein, c'est d'aller vers des logiques de revenus universels. OK. Donc, on pourrait imaginer de verser des revenus universels, pour une part en monnaie productive, mais pour une part importante en monnaie contributive. Et cette monnaie contributive, puisqu'il n'y a pas de métrique dans l'espace contributif, on va faire en sorte que ce soit une monnaie fondante. Alors, une monnaie fondante, c'est une monnaie qui perd sa valeur à une échéance donnée. Par exemple, tous les mois, je distribue de la monnaie contributive, mais au moment du changement de mois, toute la monnaie que je n'ai pas dépensée, eh bien, elle disparaît. Et donc, avant qu'elle ne disparaisse, j'ai la possibilité de la donner à des gens qui sont autour de moi, dont j'estime qu'ils pourraient en avoir besoin. Et c'est avec ce mécanisme très local et très démocratique que l'on peut faire en sorte que les personnes qui donnent du temps, de la créativité et de l'énergie dans l'espace contributif soient mieux récompensés que ceux qui ne le font pas, de façon à ce qu'on obtienne de la qualité dans l'espace contributif. Alors, cette idée n'est pas du tout nouvelle, c'est avec ce mécanisme qu'ont été bâties nos cathédrales. Hein, et bien avant, d'autres civilisations s'en étaient emparées de ce concept, hein, en particulier les Égyptiens avec leurs pyramides. Et donc, on peut tout à fait voir qu'aujourd'hui, nos infrastructures, en particulier dans la distribution et dans les réseaux de télécommunications, sont capables de faire des factures et surtout des modes de règlement intelligents sur les lieux de distribution. Quand vous allez dans un supermarché, vous voyez que votre ticket de caisse, à la fin, il est ventilé par nature de produit, par taux de TVA et différents autres critères. Et quand vous pouvez payer avec plusieurs supports, un chèque restaurant, de la monnaie traditionnelle, un paiement bancaire, etc., etc. Donc, on voit que nos infrastructures sont déjà prêtes
pour accepter que les individus puissent régler, suivant leur contexte, suivant tout un ensemble de paramètres, avec le panel de monnaies dont ils disposent et les autorisations d'utilisation de ces monnaies dont ils disposent. Et ce mécanisme-là nous permet, dans la foulée, de résoudre encore un autre problème, qui est le syndrome de Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, dans les années 70, avait prédit à l'Occident un véritable goulag administratif. Et effectivement, notre système de redistribution est de plus en plus complexe. Tous ceux qui ont des sources de revenus différenciées savent combien il est compliqué de faire une déclaration fiscale. Et ceux qui ont besoin d'aide, en particulier le RSA, mais pas seulement, savent combien il est difficile d'obtenir ces aides et puis après de se les faire verser. Avec ces monnaies intelligentes, il est possible de faire en sorte que l'on obtienne un système beaucoup plus facile à faire fonctionner, tant pour les utilisateurs qui vont l'utiliser au quotidien que pour les législateurs qui le font fonctionner. Et donc, globalement, pour cette démocratie qui, au passage, sera devenue beaucoup plus vive et interactive.